Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Business Alia, l'émission qui est consacrée aux entrepreneurs. Alors bonjour Esther. Bonjour Sophie. Comment ça va? Bon, Rachel, ça faisait longtemps, une semaine? Une semaine, les vacances. Super, bon, on en parlera plus tard. On a la joie de recevoir aujourd'hui Rubin Beignard. Rubin Beignard qu'on a invité aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui revient de plus en plus régulièrement. Il s'agit de la sécurité au niveau informatique, mais vous allez nous expliquer un petit peu exactement ce que ça comporte. Donc, tout ce qui est risque de hacking, par exemple, risque de violation des données. Enfin, on va faire un petit point là-dessus. Donc, je vais laisser Rubin se présenter. Rubin Beignard, donc, qui est CEO de la boîte Insec Consulting. Et je vous laisse la parole pour vous présenter. Alors, bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Rubin Beignard. J'ai fait mon ALIA en 2008. Oui. J'ai toujours été dans le domaine de la sécurité, que ce soit sécurité physique ou protection des données. Oui. Et en Israël, entre autres, j'ai été dans la police israélienne, dans le sud de Tel Aviv. Et par la suite, j'ai été responsable en fait du pôle FinTech pour une des plus grosses boîtes de services de sécurité. D'accord. Donc fort de votre expérience en sécurité physique, vous avez finalement décidé d'ouvrir cette société de conseil en sécurité et renseignement pour les entreprises. Alors est-ce que vous pouvez d'abord rapidement nous expliquer quel est le lien entre la sécurité physique, parce que ça saute pas aux yeux, et la sécurité informatique? D'accord. Alors déjà, j'aimerais définir le terme de sécurité. En fait, sécurité, on pense souvent à gardien, arme, mais il se trouve en fait que quand on parle d'une société, on parle de gain ou de perte. Et on dit la sécurité, c'est beaucoup de dépenses, mais pour ne rien gagner au final. Et en fait, la sécurité permet de conserver ce qu'on a gagné, que ce soit de l'argent, que ce soit de la valeur, ou que ce soit même la notoriété d'une société. Donc c'est un investissement en fait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas parler de sécurité, de protection des données, par exemple, si on se focalise uniquement sur le domaine technologique. Il faut que ce soit également pour qu'on prenne en compte en fait les processus qui sont internes à la société et la sécurité physique. Si vous avez les portes qui sont ouvertes et les fenêtres qui sont ouvertes, le nombre d'antivirus que vous avez sur vos ordinateurs ne ça va vraiment rien. Ce qui est assez intéressant justement, c'est que généralement on parle donc de protection des systèmes d'information et ainsi de suite, de tous les systèmes. Quand on parle de gros organismes, enfin je sais pas, moi je connais ce qui se passe un peu en France avec des organismes qui ont été mis en place au niveau de la Banque de France, des sociétés d'assurance et ainsi de suite, qui ont besoin de protéger leurs données et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe au niveau des petites entreprises où effectivement on n'a pas l'impression quand on voit les petites entreprises qui ont tellement besoin de protéger leur système d'information et ainsi de suite? Alors c'est le problème de la sécurité de manière générale, c'est que quand on ne ressent pas le besoin, on pense que tout va bien. Le Reshut HaCyber, l'autorité de lutte contre la cybercriminalité israélienne, l'équivalent de l'ANSSI en France, voilà, a dit que justement les petites entreprises et les moyennes entreprises sont le talon d'Achille en fait de l'économie israélienne. 70% des petites entreprises en Israël. C'est ce qu'on répète ici. 70%. Qui emploient jusqu'à 5 personnes. 43% des petites entreprises parlent d'avoir été victimes en fait, soit d'une attaque d'un hacking, d'une attaque cyber ou d'avoir eu un vol de données. Donc en fait, ce que vous voulez dire par là, c'est qu'on pense que ça va nous coûter cher d'investir dans la sécurité des données, mais à la fin, les déboires vont être on va payer beaucoup plus cher le fait de ne pas avoir investi dans la sécurité que le contraire. Exactement. Donc vous proposez justement au sein de votre entreprise, vous proposez un processus pour faire intégrer en fait à la base, à la limite, avant même d'ouvrir sa boîte, d'intégrer un budget sécurité en amont. Voilà, et on propose surtout en fait d'être capable de donner au chef d'entreprise les outils qui lui permettront de prendre les bonnes décisions. Donc d'être capable de voir quelles sont les faiblesses, d'être capable de prioriser ces faiblesses, parce que c'est souvent en fait important. Souvent on le fait un peu au feeling et c'est très mauvais, et d'être capable d'avoir des solutions qui sont adaptées. Donc vous parlez stratégie en fait. Exactement, avec le chef d'entreprise. C'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Alors, il y a des exemples. Voilà, vous parliez d'outils. Quels sont les outils justement? Quel exemple de problème d'abord peut survenir dans les petites entreprises, encore une fois, que ce soit justement en fait le souci de tous ces entrepreneurs, et qu'est-ce que vous proposez? D'accord. Je vais vous donner un exemple d'abord où il n'y a pas eu de problème, mais s'il y avait un problème, vous comprendrez la portée. C'est Waze. Waze, tout le monde connaît Waze. Avant le fabuleux succès qu'on connaît à Waze, la valeur ultime de cette
petite start-up en fait, qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui à chaque fois devait récupérer et avoir des investissements, c'était sa capacité à créer des cartes. Donc en fait, Waze, au lieu d'acheter des cartes qui existent déjà, donc des cartes de GPS, quoi. Exactement, des cartes routières, des cartes GPS, grâce à son système d'interaction avec les utilisateurs, ont réussi en fait à avoir des cartes qui sont le plus adaptées possible, le plus précises possible, et surtout qui sont réadaptées en permanence. Si jamais une grosse société concurrente avait été capable aurait été capable de récupérer ces cartes, Waze n'aurait absolument eu aucun succès et aucune valeur ajoutée. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour donner des exemples, un exemple qui est très très simple, qui est arrivé dans une société il y a quelques années en Israël, une femme de ménage qui travaillait, c'est pas forcément une femme de ménage d'ailleurs, mais c'est l'exemple qui vraiment est arrivé, et dans une petite société, moyenne on peut dire, et il y avait une société concurrente qui voulait avoir des informations un peu précises, un peu stratégiques, et donc en fait ils ont envoyé un détective privé, comme on dit, qui a été voir ce qui se passait. Il a vu que la journée, il y a le chef d'entreprise, il y a une partie de la direction. Par contre, le soir, il n'y a que la femme de ménage. Donc, en fait, la première fois, il a été voir la femme de ménage en lui disant « Excusez-moi, j'ai besoin que vous remettiez un papier. » Lui n'a rien fait, en fait. Il a juste dit « Remettez un papier à un tel, qui est directeur de l'informatique, par exemple, sur son bureau. » C'est tout ce qu'il a demandé. Donc, la femme de ménage a eu confiance. La fois d'après, quand il est revenu une semaine après, il lui a dit j'ai besoin que vous me rendiez un autre papier qu'un tel m'a laissé sur son bureau. Ce qui n'était pas vrai, bien évidemment. Comme ça, il a réussi à récupérer. Il lui a donné à chaque fois un pourboire pour acheter la confiance de la femme de ménage, jusqu'au moment où il est arrivé, il a dit à la femme de ménage il y a mon informaticien qui doit arriver. Le problème, c'est qu'il n'a pas de clé. Donc, si tu peux lui ouvrir la porte. C'est-à-dire qu'il l'a mis dans sa poche, voilà. Et puis il a réussi grâce à elle. Elle le faisait de bonne foi, pour rendre service. Voilà. Au début, elle le fait de bonne foi. À la fin, après, en fait, quand elle a ouvert la porte à l'informaticien, elle a quand même compris, mais elle a dit que pour elle, ça ne veut pas une grande différence. Alors, qu'est-ce que vous proposez face à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est être capable de se faire son propre audit de sécurité, donc d'être capable d'analyser ses faiblesses. Ça, c'est la première chose. Mais de manière générale, ce qui est très très important, c'est d'être capable de trouver des petites solutions, des solutions qui ne coûtent pas cher ou ne coûtent pas d'argent parfois. Ça peut être sensibiliser, on appelle de la formation, mais c'est plus de la sensibilisation des employés. Des employés, ouais, ça peut être être capable de connaître ses employés, non seulement d'un point de vue professionnel, on le fait souvent, mais aussi d'un point de vue humain. Bien sûr. D'abord parce que ça permet de savoir qui on va employer, mais aussi c'est parce que ça permet de créer un lien avec l'employé, donc l'employé sentira une plus grande loyauté envers l'entreprise, envers le chef d'entreprise. Et d'induire aussi un petit peu ses réactions. C'est fou de voir comment la gestion d'entreprise intervient dans n'importe quel domaine, que ce soit d'optimisation financière ou même sécurité. C'est du management. Je le répète vraiment, c'est une question de stratégie, c'est pour ça que c'est important d'intégrer la sécurité au business plan. C'est vraiment des outils qui permettent aux décideurs en fait de prendre les meilleures décisions. Et on parle aussi au-delà de l'aspect technologique et informatique, par exemple du vol tout simplement dans l'entreprise. Bien sûr. Par exemple, des petites choses du vol ou. Bien sûr. Il y a deux types de vols. D'abord, on peut voler quelque chose qui est vraiment important, qui a vraiment une valeur pour l'entreprise. Pas forcément des données, mais ça peut être un prototype qui a été développé, ça peut être un produit important, ça peut être des fichiers, donc là on rentre déjà dans les données. Et la deuxième chose que je voudrais donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années. Donc je faisais du conseil pour une société financière, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait 2 employés qui avaient volé des bières. Tout simplement. Ouais, c'est ce que je disais, moi, du petit larcin. Voilà. Et grâce à ça, en fait, on a été capable d'avoir une discussion avec eux, un peu d'aller un peu plus en amont des choses, et de se rendre compte que non seulement ils volaient des bières, mais ils volaient également des numéros de carte bleue de clients. Wow. Ouais. Donc c'est aussi important de savoir tout ça. D'accord. Donc vous, comment vous travaillez concrètement? Vous venez voir l'entreprise, vous lui expliquez, voilà, j'ai un principe d'audit, je vais vous aider à faire votre audit, je vais vous donner les outils, on va budgéter tout ça, c'est comme ça que vous fonctionnez? Exactement. Nous, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on va voir la société, on définit avec elle les besoins, on fait un audit, on arrive
à la fin une sorte de tableau assez simple où on priorise les décisions à prendre. Tout est fait en fait en accord avec le décideur, le chef d'entreprise, de manière à ce que on n'arrive pas et qu'on dise voilà, il faut absolument qu'on s'occupe de telle partie et autre partie c'est beaucoup moins important, et que lui nous dise oui peut-être, mais moi tel que je vois c'est l'autre partie qui me rapporte de l'argent, donc c'est ça que je voudrais traiter. Et donc vous êtes également en contact avec les employés, évidemment. Bien sûr. Une des choses que l'on préconise, et c'est vraiment un des conseils que je donnerais aux chefs d'entreprise, c'est d'être capable de prendre le temps et le temps non seulement en termes de montre, mais également en termes d'état d'esprit, exactement, la disponibilité d'esprit, d'avoir des conversations, ce qu'on appelle des small talk avec les employés. Tout à fait. Mais ça s'entend au quotidien, ça se respire, c'est même quelque chose c'est cette disponibilité d'esprit qui fait qu'on peut recueillir les informations au fur et à mesure de la psychologie. On est limite dans le terrain de la psychologie. C'est énormément de psychologie. Mais ça, c'est business. Je vais vous donner c'est comme ça qu'on gère les équipes. C'est du management. C'est du management. De ça. Je vais vous donner justement un autre exemple. Quand on a fait donc un audit de sécurité pour une autre société, on a rencontré d'abord c'était une plus grosse société, mais on a rencontré d'abord la direction, les VP, et chacun nous a dit voilà, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, ici je suis sûr de ça, et ainsi de suite. Et ensuite on a dit bon, maintenant on voudrait voir les employés, vraiment ceux qui sont sur le terrain, ceux qui font des gardes de nuit, ceux qui arrivent tôt le matin, et on leur a posé les questions, et vraiment, encore une fois, à bâton rompu, absolument pas un interrogatoire, et ils nous ont raconté une vérité qui est tout autre, parce qu'eux connaissent la vérité sur le terrain. Bien sûr. Exactement. Et tout ce qui est appareillage de caméras de sécurité, etc., comment vous faites? Vous travaillez avec... Ça comprend ça également? Voilà, on peut fournir on peut fournir des solutions. On met en relation avec des prestataires de services que nous on connaît, et on connaît également la qualité de leur travail et les prix. Alors c'est un petit point original comme ça, avant de finir peut-être ce côté-là. En France, par exemple, donc dans ce fameux forum des compétences où on a parlé, en fait, tout le principe était de créer un groupe de travail. Pour parler stratégie, il fallait qu'en fait, toutes les banques, les assurances se mettent ensemble pour essayer de parler et des problèmes et comment y remédier. Est-ce que vous pensez que dans les petites sociétés, ça peut être intéressant de faire des groupes de travail réguliers, une fois par mois, Ishivatse va être de gens qui sont justement qui touchent à ces problèmes-là, et en fait d'entendre est-ce qu'il y a eu des nouveautés, est-ce qu'il y a des changements, des nouvelles procédures et ainsi de suite. Est-ce que vous préconisez des choses comme ça? Bien sûr. Les gens qui travaillent dans le même domaine, à mon avis, doivent se voir régulièrement, doivent être capables de se voir. Exactement. Mais je préconise également, souvent on oublie un peu cet aspect, les gens qui travaillent au sein de la même entreprise, qui souvent ont des responsabilités très très différentes, n'ont pas le temps de s'asseoir et de parler avec une vision un peu globale. Et je pense vraiment que le chef d'entreprise, c'est souvent ce qui manque en fait. Ce qui lui manque, c'est être capable d'avoir justement cette vision globale qu'on lui ramène, et d'avoir une vision beaucoup plus précise des choses. C'est son travail de l'induire, quoi. Exactement. Vous êtes là pour éveiller en fait les consciences des chefs d'entreprise et donc crescendo des employés. Voilà. C'est juste qu'on a on a l'expérience qui nous permet de voir les faiblesses et les problèmes un peu en amont. C'est ça. Bon, eh bien écoutez, très intéressant. C'est un aspect qu'on n'avait pas encore abordé ici. Et c'est vrai que même sur le plan des entrepreneurs qu'on accompagne, on ne manquera pas de faire passer le message. C'est vrai que c'est pas encore intégré vraiment dans les cultures entrepreneuriales, ce côté-là. Alors on parle beaucoup de cybersécurité, mais d'intégrer ça à la stratégie de la petite entreprise. Donc c'est intéressant de tout simplement de contacter Rubin Béniard. Donc je rappelle le nom de sa société InSec Consulting. Alors on vous trouve bien entendu sur le net. Vous avez un site internet qui s'appelle insec.biz /French, puisque vous avez une version en français. On ne manquera pas de mettre le lien sur le post Facebook, et évidemment vous avez bien sûr une page Facebook où on peut vous contacter. Voilà, un numéro de téléphone peut-être à donner ou... Oui, mon numéro personnel, le 054 33 52 368. 368. Mais on mettra tout ça, rassurez-vous, on mettra tout ça dans le petit pitch du post Facebook. Merci Rubin, merci de vos informations, merci Esther, et puis on se dit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Salut.